Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Corps qui pensent, chaîne destinée à tous les publics, avec des interviews de personnes qui ont toutes une grande particularité. Elles sont toutes kinesthésiques, extrêmement corporelles, incarnées, ayant développé des domaines d'expertise dans des domaines différents, que ce soit le domaine du sport, du développement personnel, du médical, de la littérature et bien d'autres domaines encore. L'intérêt, c'est quoi? C'est de vous offrir une vision du monde à travers les analyses de personnes qui sont extrêmement connectées à leur corps, à leur sens, dans une intelligence corporelle. Je me présente. Je suis Alban Dantras, la fondatrice de Free Corpus depuis 2007. J'enseigne le Pilates depuis plus de 26 années. Je suis également professeure de danse diplômée d'État et du CNSM-DL. Je suis aussi diplômée en posturologie, orthokinésie, orthopédie. Je suis spécialisée donc dans les bilans de posture et la biomécanique. Et maintenant, nous allons accueillir un ou une nouvelle invitée. À tout de suite. Bonjour Rénaflore Okori. Quel bonheur de te retrouver pour la deuxième fois sur la chaîne Les Corps qui pensent. Bonjour Alban, et c'est toujours un plaisir pour moi de revenir dans ton podcast que j'adore. Merci beaucoup et merci pour ta présence. Alors, nous allons nous régaler une deuxième fois. Donc, comme c'est la deuxième interview, je mettrai le lien de la première dans la description. Mais je vais quand même te représenter une deuxième fois, mais un petit peu plus court, puisqu'on avait tout développé dans la première interview. Oui, en Alors, effet. Rénaflore, voilà, tu as été 4 fois olympienne. Tu es maman de 2 enfants magnifiques, avec plus de 20 ans sur les pistes olympiques en représentant et la France et la Guinée équatoriale. Ta passion est de partager la beauté du sport et de l'éducation, nous en reparlerons, en utilisant ton héritage sportif et ton modèle d'âme africaine. Alors, dernièrement, tu as mis en place une newsletter à laquelle je me suis abonnée. Et je suis allée récupérer quelques éléments. Donc, je vais les dire en anglais et en français. Si la traduction manque de nuances, tu pourras toujours la renuancer et développer derrière. Alors, Oui. premier petit extrait. Emotional intelligence is taught from the very young age. Emotions is the glue that holds the sports world all together. Without it, these games would be just normal events. Alors, ce qui signifie l'intelligence émotionnelle est enseignée dès le plus jeune âge. Les émotions sont le ciment qui unit les gens dans le monde du sport, tout le monde dans le monde du sport. Sans cela, les jeux ne seraient que des événements normaux. Alors ça nous intéresse. Pourrais-tu développer? Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser au sport avec les statistiques et les scores et les numéros qui ont été marqués. Mais en fait, les moments les plus suspendus dans le temps, les moments où tout le monde retient son souffle, les moments de pluie émotionnelle intensive, que ça soit d'une part d'un côté positif ou d'un côté négatif, c'est ce qui fait vibrer le plus les gens dans le sport. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Eh oui, émotion et motion. Bouger. Oui, et ça rime bien avec ton podcast, hein, Les corps qui pensent. On est deux. Absolument. Déployons les corps. Quand on faisait Alors, oui. ensemble les séances de yoga et de pilates, quand tu m'accompagnais dans ma dernière ligne droite, c'était quelque chose que tu t'arrêtais pas de me rappeler, d'habiter vraiment mon corps avec des émotions positives pour les transmettre avec fluidité. Je te revois bien me montrer la gestuelle et tout. Oh, merci beaucoup, Reine à Flore. Et tu sais, je repense souvent à cette période parce que ton nom, Reine à Flore, Reine des fleurs. Et quand je t'ai vu arriver la toute première fois avant nos séances, je t'ai vu un petit peu comme cette graine qui était dans un carcan qui l'étouffait. Et d'un seul coup, pouf, qui a choisi un chemin complètement différent. Tu n'as juste fait que devenir toi-même, un déploiement, un rayonnement. Voilà. Donc, merci pour ton témoignage. Tout ça, Ouais. c'est venu de toi, essentiellement. Alors, donc, du coup, deuxième petit extrait.
In data-driven oppressive system, the soft skills of sports can help you navigate complex comparate systems. And as technology develops, as people can do with IA and many other technological advances, robots will be ubiquitous. Alors, dans un système oppressif axé sur les données, les compétences non techniques du sport peuvent vous aider à naviguer dans des systèmes d'entreprise complexes. Et à mesure que la technologie se développe, comme les gens peuvent le faire avec l'IA, de nombreuses autres avancées technologiques, les robots seront omniprésents. Alors très intéressant ce rapport, ce parallèle entre humain, IA, technologie. Qu'est-ce que le sport peut amener en termes de psychologie, de navigation, de démarche et que vient faire la technologie du coup ici? Comment on peut développer ça, s'il te plaît? Alors, le lien entre l'intelligence artificielle et le sport est très, très évident. Déjà, cela remonte à la genèse. Le sport a toujours été un objet d'observation. L'athlétisme, les capacités athlétiques, pardon, des athlètes a toujours été sujet à observation pour des recherches scientifiques, Absolument. disons-le ainsi. Et aujourd'hui, intelligence artificielle rime avec sport pour améliorer les performances, même pour aussi mesurer les qualités des athlètes pour qu'ils soient sélectionnés, par exemple, dans une équipe en basketball ou dans d'autres sports comme le foot. Mais quand même, l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. C'est ce qui se passe au dernier moment, à des instants bien précis, à des moments magiques, comme diraient les commentateurs sportifs. Ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le programmer. On ne sait pas programmer l'intelligence émotionnelle. Même s'il y a des outils qui essayent d'entraîner les gens à ça. Et c'est pour ça que je trouve que le sport, la métaphore des soft skills du sport peut répondre et donner des outils concrets qui ne peuvent pas être forcément mesurables grâce à l'intelligence artificielle. Tout à D'après moi, fait. bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, ben c'est le sportif est extrêmement incarné en rapport avec ses sens. Il est capable de mesurer ses émotions pendant une course, pendant une compétition. Il est en totale connexion. Et c'est d'ailleurs ce que tu mets en pratique dans l'accompagnement de personnes aujourd'hui. Hein. Ça a traversé, ça a été transcendé dans ta façon de travailler aujourd'hui qui est différente, mais finalement qui est très similaire par rapport à ces capacités kinesthésiques que tu as. J'ai opéré Oui. un autre âge dans ma carrière, mais je pourrais l'expliquer, bien sûr. Tout à fait. Alors la suite que j'ai relevée, très intéressante. Being an Olympian doesn't always mean to win a gold medal, but instead to win, to hurt full of God. Alors être une Olympienne, je traduis au féminin, ne signifie pas toujours gagner une médaille d'or, mais plutôt gagner un cœur plein d'or. Alors qu'est-ce que cela signifie pour toi? Ben, c'est toute la conclusion en fait d'une carrière qui a duré 25 ans, qui a façonné la personne adulte que je suis. Et j'en suis extrêmement reconnaissante que le sport m'a permis d'apprendre justement sur le terrain à développer mes talents, mais aussi l'intelligence émotionnelle. Euh, je pense que le cœur en or, c'est quelque chose qui est vraiment ce que nous cherchons un petit peu tous de manière indirecte, c'est-à-dire de pouvoir être en application, en mesure de vivre de notre talent, de nos passions et surtout d'apporter apporter de la valeur ajoutée autour de nous. Et je pense que les émotions du sport, en fait, c'est un service qu'on se rend à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Et finalement, il ne s'agit pas de gagner, c'est ce que je dis toujours. C'est vrai que la victoire, c'est le rêve ultime et il y a plusieurs conditions qui font que la victoire, elle arrive. Et ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps pour étudier vraiment en profondeur avec des approches différentes que celles qu'on m'avait inculquées.
par exemple à travers les neurosciences, à travers la physique quantique, pour comprendre que même si tu es programmé à la victoire, il faut comprendre les actions qui vont t'amener à ne pas avoir cette victoire. Euh, donc c'est pour ça que, pour conclure, c'est ça que je dis, la leçon, c'est vraiment que j'ai pas gagné de médaille olympique. En fait, j'ai participé à 4 Jeux olympiques et j'ai pas gagné de médaille, mais j'ai gagné tellement en retour et au-delà des titres en fait. Donc, et je pense que tous les champions, ils partagent la même idée. Enfin, j'espère. Bien sûr. En fait, cela, m'amène à une réflexion, c'est, une chose dont je suis convaincue depuis très longtemps, c'est que, la compétition, malheureusement, est quelque chose qui met, dans un état, de grand stress et qui coupe les personnes les unes des autres, alors que la mise en relation, l'interconnexion, l'interdépendance et l'ouverture à soi et aux autres, ce serait peut-être plutôt ça le chemin à suivre. Quand je t'entends parler, j'entends parler d'ouverture du cœur. Du cœur et du corps, et c'est ça justement la beauté du sport. On était dans un archétype assez négatif qui voulait faire du corps humain un jeu vidéo où on devait apprendre à appuyer sur les bons boutons pour faire le bon mouvement, pour la gloire. Mmh, Mais absolument. en fait, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que la compétition, c'est une notion qui est qui a été mal interprétée, basée sur justement pas forcément des énergies positives, ou comment redonner souveraineté en fait à ce terme-là, la compétition, parce qu'il ne faut pas non plus transformer des gens en des petits agneaux, en des petits moutons. C'est pas ça le propos. C'est redonner la souveraineté à ce concept de la compétition. C'est euh, de comprendre qu'en fait, on a la possibilité de s'ouvrir et d'ouvrir nos talents, et le travail paie grâce à ça. Tout à fait. OK. Merci Réna Flore pour ce que tu viens de nous dire, c'est magnifique. Alors il y avait un petit grésillement, on vient de le résoudre. Et maintenant nous allons passer à la question qui fâche. Alors, tu me connais, tu sais comme je milite pour la diversité, pour la place, de la femme dans une société épanouie. Alors non pas une forme de féminisme au détriment de l'homme, pas du tout, mais simplement un déploiement de la femme et de la diversité féminine, la diversité humaine au masculin et au féminin, en binaire et en non binaire. Après tout ça, c'est des sujets qu'on pourrait éventuellement aborder dans d'autres vidéos. Et donc du coup, j'ai envie de te poser une question parce que tu es venue en tant qu'Africaine en France, donc tu as vécu en France, beaucoup de Vincénois te connaissent, ils ont eu la chance de te rencontrer et donc tu es venue dans une population à majorité blanche. On sait que souvent les majorités peuvent avoir un regard un peu dur par rapport à une minorité. Voilà. Si, par exemple, quelqu'un de blanc vient dans une majorité noire, ou quelqu'un de beige dans une majorité très noire, ou un très noir dans une majorité café au lait, voilà. Bon, on a un petit peu abordé ces sujets déjà tout à l'heure. Donc moi, j'ai une question à te poser. Donc, en France, toi, Réna Flore, athlète, championne, femme, noire, venue d'Afrique et qui a gagné en France en représentant la France, est-ce que ça a été complètement apprécié ou il y a des petites choses à dire ou à exprimer par rapport à ça? C'est une question très intéressante, et je tiens vraiment à dire que ces propos n'engagent que moi. Euh, Moi, j'ai pas trop vécu de discrimination ou de propos racistes en France. Je pense que j'ai dû les compter sur les doigts d'une main, où je faisais du vélo et puis il y a un vieil abruti qui me dit retourne chez toi. Ce genre de blague. Euh, mais j'ai pas trop vécu directement, mais c'est plutôt les infrastructures parfois qui sont mises en place, qui créent des facteurs, qui créent des facteurs défavorables pour la réussite. Mais même ça, c'est la suite logique d'un long processus, comment dire, national,
colonial, post-colonial, pour justifier certaines idéologies qui veulent défendre la philosophie de la supériorité de l'homme blanc et la notion de race, qui est une notion totalement absurde puisque nous savons que nous sommes qu'une seule race et qu'il n'y a absolument aucune différenciation entre nous d'un point de vue génétique. Donc, je pense que c'est un mot, MAOX, qui est une sorte de schizophrénie générale. Quand est-ce que ça a commencé? Ça remonte à bien longtemps. Et donc, on est tous en rééducation, on Ouais. va dire, euh, dans ce processus de réhabilitation collective par la réappropriation culturelle et historique. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance parce que ceux qui sont ancrés dans ces soi-disant connaissances qui sont pas vraies. Maintenant, on a les preuves scientifiques, etc., pour le démontrer, ont beaucoup de mal à en sortir parce que c'est aussi un schéma dans lequel ils sont. Donc moi, je me positionne plus. J'ai dépassé cette phase où je vais pointer du doigt Pierre, Jacques ou Paul parce que on a besoin d'avoir beaucoup d'empathie envers nous, chacun d'entre nous, Ouais. et travailler sur nous-mêmes pour faire ce travail donc euh, de conscience collective. Donc Est-ce c'est que voilà, tu... Mm. euh, c'est un petit peu, c'est pas très intéressant, j'imagine, ou un peu dommage parce qu'on s'attendrait peut-être à ce que je dise ci ou ça. Mais Non, pas du tout, pas du tout. Ça me fait très plaisir ce que tu dis. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu penses justement que, toutes origines confondues, les personnes qui sont particulièrement corporelles, connectées au corps, connectées au cœur, ont une vision de lien sans qu'il y ait de frein, justement? ben, ça a toujours été. Mm. Ça a toujours été. Et puis après, il est arrivé le siècle des Lumières, hein, comme on aime l'appeler, qui a fait la rupture en fait avec la sagesse ancestrale de la connexion, interconnexion entre la terre, mère nourricière et l'homme qui marche sur cette terre. Et après, on a raconté des tas d'histoires, des légendes et tout ça pour justifier cette déconnexion. Mais je crois vraiment, je suis un optimiste, peut-être un peu une optimiste, peut-être rêveuse, mais je pense on est dans dans ce processus de rééducation. Tu prêches une convaincue. Tu prêches une convaincue. Merci pour ton beau témoignage, Réna Flore, qui amène du coup beaucoup d'apaisement. Hop, donc nous avons une petite coupure encore, nous avons des petits soucis de connexion aujourd'hui, c'est pas grave. Alors, Oui, Réna Fleur, nous allons aller sur la dernière partie, euh, dont le texte m'a été inspiré par un monsieur dont je t'ai parlé, qui s'appelle Don Marcelino, qui est d'origine amérindienne. Et donc, je vais le citer parce que ça va nous ramener à cette notion de mémoire de nos ancêtres et de ce que tu vas justement avoir d'intéressant à nous dire par rapport à cela. Alors, Don Marcelino nous invite et nous aide à retrouver en nous la mémoire de nos ancêtres et à réveiller en chacun de nous les forces d'auto-guérison qui nous habitent. Et il cite: La prophétie de l'arc-en-ciel annonce la transformation du genre humain en un arc-en-ciel, mélange de toutes les couleurs et de toutes les races, synthèse de toute la connaissance. Voici ce qui est dit: l'enracinement et la joie de vivre de l'Afrique, la sagesse de l'Orient, l'amour de la terre et l'identification avec la nature des Amérindiens. Mais pour compléter le puzzle de la mémoire cosmique, toutes les anciennes traditions attendent le réveil de l'Occident. Alors, qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Comment ça fait écho? ben, tout d'abord, c'est très beau cet extrait de ce monsieur amérindien. Je retiens son origine plus que son nom hispanique. Mais en effet, je pense qu'on est dans un processus actuellement et
comment dire? C'est quelque chose qui est assez délicat parce qu'on ne sait pas à qui on s'exprime. Comment dire? On doit savoir comment s'exprimer en fonction du niveau de compréhension de la personne. Par exemple, pour justifier cette idée de la mémoire collective, on expliquerait à une personne qui est plus scientifique que les recherches ADN ont prouvé que, en fait, dans notre ADN, il y a l'information de nos aïeux. Ouais. On porte en nous le code, la mémoire de nos aïeux. Donc la mémoire, et Boris Cyrulnik en parle très bien dans ses livres. Mais maintenant, ça a été prouvé scientifiquement qu'on peut Tout à même fait. prendre une puce, intégrer un livre dedans et la mettre dans une cellule d'ADN et la ressortir pour la Ça, je ne savais pas. Je connaissais l'épigénétique, oui, mais ça, je ne connaissais pas. Ah oui, c'est d'accord. Mmh. incroyable. Je pourrais te transmettre le lien si tu veux partager à Ouais. ton audience. Mais Mmh. donc, voilà, nous sommes une carte vivante, une carte mémoire vivante. Mmh. Tout à fait. Nous, nous portons en nous toutes sortes d'informations, qu'on le veuille ou non, et les Mmh. informations les plus douloureuses aussi. Maintenant, la sagesse ancestrale nous a toujours guidés de façon silencieuse Mmh. à travers des murmures, et tous nous n'avons pas été sensibles à ça. Tous ne sont pas sensibles. Donc c'est vraiment un cheminement qui est personnel. Je ne parle pas de religion, je parle vraiment de cet ancrage-là vers la voie de la sagesse. Et c'est vrai que nos ancêtres, par rapport à, par exemple, chez les Africains descendants, je pense que ça a été le lien qui a permis de maintenir, ou qui permet toujours de maintenir les Africains descendants dans cette, on va dire, dans cette notion globale de fraternité et de joie de vivre. Quand bien même, on sait qu'il y a toujours des luttes internes très importantes. Mais on ne veut pas revenir en arrière, c'est pas ça l'idée. Je pense que le message de ce sage, c'est que la sagesse ancestrale nous permet en fait de faire le pont, le saut vers cet horizon où ben, la planète reprend ses droits, Ouais. et nous, on fait partie aussi de ce projet-là. Mais ça passe vraiment par l'amour et par la connexion avec l'énergie de la planète. Et voilà, donc ça peut paraître un peu ésotérique ce que je dis, très wou-wou, mais aussi d'un point de vue purement business, les plus grandes organisations comme McKinsey, comme Deloitte, ont fait des études et ont démontré que le 21e siècle sera marqué par les entreprises à vocation sociale. Je ne parle pas des objectifs globaux qui Mmh. peut-être être discutés, bon, même si c'est vraiment, ça part d'une une très belle initiative, mais globalement, les gens ont besoin de plus, ont besoin de faire ce lien vers plus plus de sagesse. Plus de sagesse, absolument. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout de cette interview. Il y a encore le petit gris-gris, sinon je pense qu'on pourrait encore passer 2 heures à parler ensemble. Donc merci pour, ces belles analyses, Réna Flore. Le cœur, le corps, oups, ça a disparu. Tu as disparu, tu es réapparu. Parler de physique quantique il y a quelques instants. Je crois qu'il se passe des choses autour de nous. Voilà. Donc, mais nous mettrons bien cette interview en ligne, quoi qu'il arrive. Donc, merci infiniment pour cette belle analyse, ta corporalité, ton incarnation, ton intelligence corporelle, ton intelligence tout court. Et puis aussi ces paroles de sagesse qui, je pense, vont faire beaucoup de bien à beaucoup de monde. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter une petite chose encore, Réna Fleur, avant de se dire au revoir? Ben, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir transmettre bah, là où j'en suis aujourd'hui, et le cheminement que j'ai suivi à partir d'une carrière dans le sport de haut niveau. Et je pense que c'est beau d'encourager les gens à faire du sport, et de trouver un moyen de mobiliser leur corps, parce que avec le corps, on peut vraiment s'exprimer et on peut se découvrir aussi. Absolument. Et une belle conclusion pour les corps qui pensent, je pense. Tout à fait. Merci, Réna Flore, et à très bientôt.
Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et à très bientôt dans une nouvelle interview.